Hélène Buzetti, Émilie Nicolas, Michel Sauger, bonsoir. 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 Premier jour de grève, on a beaucoup montré, puis on va le refaire, ce calendrier des jours de grève, parce que pour les parents, pour les patients, pour les citoyens qui vont chercher tel ou tel autre service, ça va devenir un casse-tête. Aujourd'hui, après une journée, Hélène, parce que je le disais au vice-président de la CSN, le nerf de la guerre, c'est l'opinion publique. Difficile de penser qu'après une journée, les Québécois ont lâché le Front commun, là. Oui, difficile de croire. Vous dites une journée, puis même dans certains cas, c'est comme une demi-journée. C'est presque un long week-end auquel on a eu droit dans certains cas. Non, blague à part quand même. C'est un avant-goût. Le vrai test, ce sera quand il y aura ces 3 journées, voire peut-être même une grève illimitée. C'est là qu'on pourra tester la résilience ou en tout cas la capacité du public d'encaisser ces perturbations au service public. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, il est encore trop tôt pour poser un diagnostic, mais quand même, j'attire votre attention sur le fait que demain, il y a une mise à jour économique. Québec veut répondre au coût de la vie qui augmente. Est-ce qu'il y aura des bonbons? Et s'il devait y en avoir, comment est-ce que ce serait perçu dans ce contexte où, par ailleurs, on ne veut pas se montrer plus généreux envers les employés de l'État? Alors, demain, il y a quand même un exercice périlleux dans le contexte pour le gouvernement caquiste. J'allais vous en parler après, justement, mais il y a ce contexte-là, Émilie et Michel C., de gouvernement qui est plus serré qu'il ne l'était il y a 2 ans, là, disons ça comme ça. Alors, la marge de manœuvre, elle est peut-être plus difficile pour le gouvernement d'un côté. Les syndicats se disent, on est en bon droit, nous, de demander un rattrapage. Collision parfaite, Émilie. Oui, dans un sens. Dans un autre sens, le gouvernement est plus serré sur certaines choses que d'autres. Il y a des choses qui sont présentées comme des investissements dans nos budgets et la manière dont on parle des budgets pour les salaires de la fonction publique n'en font pas partie. C'est présenté la plupart du temps comme des dépenses, alors que finalement, les fonctionnaires, c'est une masse salariale lorsqu'ils réinvestissent dans l'économie parce qu'ils ont des meilleurs salaires. Ça pourrait être vu aussi comme un investissement. C'est pas le vocabulaire qu'on utilise. Ceci dit, effectivement, c'est un exercice qui peut rendre ça périlleux ou qui peut aider le gouvernement à avoir des outils, disons, de communication politique pour essayer d'expliquer à la population pourquoi ils ne feraient pas ces hausses-là. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de citoyens aussi qui ne sont pas dans la fonction publique qui peuvent se montrer solidaires des demandes du Front commun parce qu'eux-mêmes sont pris avec des salaires qui ne suivent pas l'inflation. Donc, si c'est ce type de solidarité-là et de messages politiques qui l'emportent, à ce moment-là, ça va être plus facile pour la population d'endurer les contretemps qui sont causés nécessairement par un mouvement de grève. Comment vous voyez ces débuts de grande manœuvre, Michel? On va en avoir une meilleure idée avec la mise à jour demain. Et tout ce qu'on entend de Québec, c'est que ça ne sera pas une mise à jour joyeuse. Il y a des nuages noirs qui s'accumulent sur les perspectives économiques du Québec et M. Girard devrait en faire état demain, ce qui explique l'offre gouvernementale. Mais en même temps, les syndicats font beaucoup de millage en disant, écoutez, cette offre-là ne comble même pas les prévisions d'inflation du gouvernement. Alors, c'est un rendez-vous pour l'appauvrissement. Ça, les gens le comprennent aussi, et ils comprennent aussi que les services publics ne fonctionnent pas très bien actuellement au Québec et qu'une partie de ça, c'est des gens qui quittent le secteur public, donc parce qu'ils ne sont pas assez rémunérés. Alors, il faudra voir comment M. Girard va tout arranger ça, mais si effectivement les prévisions économiques sont plus difficiles que prévu, ça va être difficile pour le gouvernement d'augmenter de quelque façon son offre et on s'en va à ce moment-là vers une confrontation assez directe là, avec les syndicats. Oui, en tout cas, il y a une pression accentuée sur les finances publiques. Oui. C'est clair, on verra jusqu'à quel point demain, mais ralentissement d'un côté, demandes qui sont multiples. On a parlé de la crise du logement, on a parlé de l'itinérance, on a parlé des transports en commun, les déficits structurels des... Alors, voilà, on verra. Je veux aller à Ottawa parce que tout ça découle de cette décision dont on a beaucoup parlé, d'exenter, d'enlever la taxe carbone pour ceux qui chauffent au mazout et non pas ceux qui chauffent au gaz naturel, ce qu'a fait dire au premier ministre des provinces aujourd'hui qui étaient réunis, c'est pas juste, vous devriez l'enlever. Les libéraux disent non, on n'enlèvera plus, on a juste fait l'exception pour le mazout.
Il y avait un vote, donc, à la Chambre des communes. Hélène, donnez-nous le contexte. Les conservateurs voulaient faire voter une motion pour dire qu'il faut que ça s'applique à tout mode de chauffage. Voilà, exactement. Au nom de l'équité, c'était très habile de leur part et ça a été surtout très habile pour diviser l'adversaire. Alors, bien sûr, les libéraux ont voté contre. La nouvelle aujourd'hui, c'était que le Bloc québécois s'est rallié au Parti libéral, ce qui permet à M. Poilievre d'alimenter ce thème-là qui revient de plus en plus dans sa bouche, que le Bloc québécois fait lui aussi une sorte de coalition avec le gouvernement. Ça coûte cher voter avec le Bloc. Je lui dirais simplement de faire attention parce que M. Poilievre, il n'est pas encore élu, mais même s'il l'était, il n'a pas encore sa majorité. Peut-être que ce méchant bloc séparatiste deviendra son partenaire aussi. Mais surtout, ce vote a permis de coincer le NPD, qui s'est retrouvé dans une position très désagréable, de voter avec les conservateurs et sur une explication très, très tordue de la part du chef Jagmeet Singh qui nous dit... Il n'est pas d'accord avec l'exemption accordée seulement au mazout, mais parce qu'il n'est pas d'accord, il va voter en accord pour une exemption pour tous. Pas tout à fait logique, et c'est ce qui explique qu'il y a 6 députés, dont Alexandre Boulris, le seul député du Québec, qui ne se sont pas prononcés sur ce vote. On sent un malaise. Malaise. Alors, je vais vous faire entendre, avant de donner la parole à Émilie et Michel C., je vais vous faire entendre M. Poilievre, qui accuse les libéraux et le Bloc d'être dans le même lit, et M. Rodriguez qui répond. Les bloquistes ont donné une assurance au premier ministre qu'ils vont garder le premier ministre au pouvoir dans une coalition coûteuse de 2 ans. Quelle concession est-ce que le Bloc a obtenue pour garder ce premier ministre incompétent et coûteux au pouvoir? Le chef de l'opposition veut parler du Québec. Les Québécois sont ailleurs, là. Le chef de l'opposition veut faire reculer le Québec. Il veut faire reculer le Québec sur la lutte au changement climatique. Le chef conservateur, il veut ramener les Québécois et le Canada à l'âge de pierre. Justin Trudeau a été sauvé par des séparatistes qui sont arrivés ici afin de voter pour une augmentation de taxes sur le chauffage des Canadiens. Évidemment, Justin Trudeau est prêt à avoir une coalition avec le Bloc. Bon, Michel C., on est en train de dessiner une autre carte routière à Ottawa, là. Oui, mais si M. Poilievre pense qu'il va faire beaucoup de bilanges en disant que c'est des séparatistes puis le gouvernement fait des ententes avec des séparatistes, cette question-là a été réglée il y a longtemps du fait qu'il y allait avoir des députés souverainistes à Ottawa. Là. On ne recommencera pas cette bataille-là puis ça ne marchera pas pour M. Poilievre. Mais effectivement, dans un Parlement minoritaire, où, de toute façon, on sent que le gouvernement est très fragilisé, il va y avoir de plus en plus de partis qui, sur certaines questions, ne vont pas nécessairement faire la ligne qu'on attendait d'eux. Le NPD aujourd'hui, même si Hélène a tout à fait raison, c'est complètement tarabiscoté, cette histoire-là, mais ça va arriver de plus en plus parce que chacun va voter pour son intérêt et pas pour la parole donnée ou pas pour le programme que ça implique. Chacun se positionne tout de suite en vue de la prochaine élection par ces votes-là. Alors, quand le Bloc dit nous, on pense quand même que l'environnement, c'est important, bien, c'est parce qu'ils savent qu'une bonne partie de leurs électeurs pensent ça aussi. Émilie, qu'est-ce que ça nous dit? Parce que M. Poilievre va continuer à exploiter cette histoire de recul stratégique des libéraux sur la taxe carbone, là, c'est clair, là. Oui, c'est clair, il va continuer à le faire. Il y a des appuis, notamment en Ontario, avec le gouvernement de Doug Ford. En fait, il y a des appuis partout dans les provinces à ce niveau-là. Même, il y avait le premier ministre néo-démocrate de la Colombie-Britannique qui portait un T-shirt essentiellement, j'aime les pompes pour de chauffage aujourd'hui, là. Donc, il y a quelque chose qui se passe là-dessus qui transcende les lignes partisanes. Ceci dit, je pense que c'est important aussi de comprendre l'attaque de Pierre Poilievre envers le Bloc, qui dit d'ailleurs en français, ça c'est pas pour l'Ouest qu'il dit, dans le contexte d'un récit qu'il a depuis le Congrès conservateur à Québec, où il commence à attaquer le Bloc québécois parce que si le Parti conservateur veut grandir au Québec, ça va être aux dépens du Bloc québécois. Et c'est pas le chemin le plus facile pour la victoire des conservateurs, mais ça fait partie des choses sur lesquelles Pierre Poilievre travaille depuis un moment. Et si c'est une occasion de rallier des votes
québécois dans les régions plus rurales, où les valeurs sont peut-être plus proches des valeurs conservatrices. Puis Poilievre va sauter là-dessus. C'est pour ça qu'il le fait en français, non pas seulement en anglais, pour nourrir sa base en Alberta ou en Saskatchewan. C'est intéressant, Émilie, vous parlez de ce congrès à Québec parce que ça avait frappé tout le monde. Hélène, vous étiez là, que les attaques contre le Bloc québécois, et ça se poursuit. Il y a eu cette publicité qu'on a beaucoup vue sur la taxe sur le carbone. Les conservateurs prenaient des petits extraits des bloquistes disant qu'il fallait que la taxe soit beaucoup plus élevée. Il ne va pas lâcher là-dessus. Non, et puis en fait, c'est un cas patent là, de dire une chose en français et autre chose en anglais. Dans le passé, on reprochait souvent aux politiciens de faire ça. Là, on a moins accroché là-dessus, mais M. Poilievre, quand il parle en anglais, il s'attaque systématiquement au NPD, et quand il parle en français, il s'attaque au Bloc québécois en les présentant chaque fois comme étant le partenaire de coalition du gouvernement de Justin Trudeau. Factuellement, c'est faux. En fait, c'est assez particulier que dans un contexte de gouvernement minoritaire, on se serait attendu à ce que les libéraux pactisent parfois avec le NPD et parfois avec le Bloc. Or, c'est presque jamais arrivé que les libéraux ont fait affaire avec le Bloc. Bon, cette fois-ci, ils n'en ont plus besoin depuis le mariage. Ils en ont plus. Voilà, mais au précédent gouvernement, il n'y en avait pas de mariage et malgré tout, on ne pactisait pas beaucoup avec le Bloc. Alors, comme le dit Émilie, c'est un récit que l'on construit parce que ça répond à nos impératifs électoraux. Il faut battre des bloquistes pour gagner au Québec, mais ça ne colle pas nécessairement à une réalité, là. Bon. Jeudi, il y avait des vapeurs de budget parce que le NPD, on le voit, là, ça... Il y a des failles. Est-ce que ça va aller jusqu'à, Émilie, Michel, rapidement là-dessus, en conclusion, jusqu'à une remise en question de ce mariage dont je viens de parler, Émilie? Ça fait partie des failles. L'autre immense faille en ce moment, c'est Israël-Palestine. Je dirais, ça et la question de la taxe sur le carbone, c'est les deux derniers dossiers dans ce qui fait exploser non seulement l'alliance entre le NPD et le Parti libéral, mais simplement le Parti libéral tout court, qui est en train de vraiment s'entre-déchirer sur cette question-là. Donc, avant même de parler de l'alliance entre les libéraux puis le NPD, je parlerai du caucus libéral, c'est les deux derniers points sur lesquels ils s'entre-déchirent, mais même sur la crise du logement cet été, on sentait qu'avec le caucus aussi à Charlottetown, qu'il y avait des tensions. Et c'est très, très, très difficile pour Justin Trudeau en ce moment. Et c'est sûr que lorsque le gouvernement est dans une position difficile, ça devient de moins en moins avantageux aussi pour les néo-démocrates de se coller sur un bateau qui est en train de couler. Michel, un mot. Émilie a raison. Une des choses dont on ne parle pas beaucoup aux communes, mais qui se parle beaucoup en dehors des communes, c'est le conflit Israël-Palestine. Et ça a des effets partout. Mais l'entente avec le NPD, elle est fragilisée par le congrès du NPD qui a fait une commande à peu près impossible à livrer pour M. Singh, c'est-à-dire un programme universel et public d'assurance médicaments. Il ne pourra jamais livrer ça. Il pourra jamais ça va coûter trop cher. Il ne pourra jamais convaincre les libéraux de le faire. Alors ça fragilise énormément l'entente. Alors, on verra ce qui arrivera dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais c'est beaucoup plus fluide à Ottawa que ce l'était, là. Et incluant les provinces, hein, aujourd'hui, elles se réunissaient, puis sur la question de l'assurance médicaments, là, ils n'étaient pas très chauds aujourd'hui. En fait, les premiers ministres n'étaient pas très chauds. Bon, très bien. Un dernier sujet, le Parti québécois, on le sait, lors de la dernière campagne électorale, le Parti québécois souhaitait des cibles plus basses en immigration, 35 000. Là, on est à 50 000 plus. Le Parti québécois estime qu'ils sont actuellement à 60 000 si on compte le rattrapage, même 63 000 si on compte le rattrapage des gens d'affaires. Mais bref, pour faire une histoire simple, 56, admettons. Je vous lis une partie du texte de Paul Saint-Pierre Plamondon, publié hier. La CAQ, dit-il, nous entraîne dans des perturbations sociales qui sont déjà amorcées et qui ne peuvent que s'aggraver au cours des prochaines années. Crise du logement, crise du français, crise au niveau des services essentiels. L'impact sur la langue est indéniable. On ajoute à l'écosystème linguistique montréalais un groupe d'allophones et d'anglophones équivalent en population à la ville de Sherbrooke, et ça à chaque 5 ans. Alors, commentaire. Émilie, Nicolas, je commence avec vous, tour de table.
Il y a au fédéral, de plus en plus, au moins depuis cet été, que ça s'est accéléré, là, un discours qui fait un retour sur leur propre cible d'immigration en parlant de la crise du logement. On fait attention à Ottawa de vraiment parler d'une critique du système d'immigration et non pas des immigrants. En mêlant le français à ça, à Québec, on fait moins cette distinction-là à Ottawa et ça amène Paul Saint-Pierre Plamondon sur un discours qui est plus dangereux, au sens où on ne parle pas de la capacité des gens à apprendre le français ou non. On dit ces gens-là anglicisent le Québec essentiellement. Et c'est là qu'on glisse, on mélange le terrain identitaire avec la question de la crise du logement et la capacité de l'État à répondre à des services. Et en amalgamant les deux en même temps, on a un discours qui est plus dangereux, encore une fois, c'est le mot que je vais utiliser, que ce qu'on fait à Ottawa en ce moment, où on essaie vraiment de faire la distinction entre les deux. Michel C. C'est un ton strident qu'on ne connaît pas à M. Saint-Pierre Plamondon et qui ne lui réussit pas très bien. D'habitude, ça a été celui qui était l'adulte dans la pièce, qui était capable de parler de façon très posé, très calme, d'enjeux qui étaient compliqués et qui pouvaient être clivants comme l'immigration. Là, il met les deux pieds dans le débat de façon très clivante. Émilie a raison. Et c'est comme si les immigrants étaient responsables d'une grande crise sociale qui s'en vient au Québec. Il utilise ces mots-là. Là. Alors, d'abord, c'est pas du bon Saint-Pierre Plamondon. Il nous a habitués à mieux. Okay. Et deuxièmement, je ne suis pas sûr que ça le mène nulle part dans les faits parce que le lit des gens est pas mal fait sur cette question-là. Hélène. Je noterais deux choses. D'une part, lorsqu'il dit on a peur, on a une pudeur de parler de ça, je trouve que c'est de moins en moins vrai. Au contraire, depuis à peu près 1 an, la parole quand même s'est libérée au Canada. On aborde cet enjeu-là d'une manière de plus en plus factuelle sous l'angle du logement, notamment des services sociaux. Alors là-dessus, je trouve qu'il se trompe. Mais par contre, lorsqu'il accuse la CAQ de peut-être avoir un peu floué l'électorat, je ne peux pas lui donner entièrement tort parce que beaucoup de gens pensaient qu'en élisant la CAQ, ça voulait dire en prendre moins, en prendre soin. Même si c'était le précédent slogan, je le sais bien, mais les gens étaient restés avec cette perspective-là. Et là, on n'est plus là-dedans. Les cibles augmentent quand même un peu. Et il a quand même raison de mettre en lumière l'évolution de la CAQ sur ce sujet. Bien voilà, et on en parle ici régulièrement. Hélène, Émilie, Michel, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.